Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur l'anti-piratage, cette fois-ci sur les bornes d'arcade Capcom Play System 1 ou CPS1 et sur son successeur, les bornes d'arcade CPS2 ou Capcom Play System 2. Alors pourquoi ces systèmes d'arcade, me direz-vous? Eh bien en fait parce que Capcom a caché une petite surprise sur ses PCB, la carte mère en fait du système. Une pile en fait était branchée sur cette PCB et si cette pile venait à mourir ou bien si elle était tout simplement retirée par exemple pour récupérer le contenu du jeu, eh bien le jeu devenait inutilisable. D'où le nom donné par la communauté, les piles suicides. Générique. On n'a pas parlé auparavant des bornes d'arcade, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des bornes uniques pour chaque jeu qui étaient destinées à être vendues et mis à disposition dans des salles dédiées ou des cafés. Elles comprennent un moniteur, des contrôles spécifiques pour chaque jeu et évidemment des composants internes spécifiques pour chaque modèle de borne d'arcade. Ce que vous voyez est une PCB, Printed Circuit Board. Elle contient aussi bien le côté hardware, le système de jeu, que le côté software via souvent une carte fille qui contenait, elle, les données du jeu. Pour notre cas, on va se concentrer sur les bornes d'arcade CPS1 et CPS2, des systèmes d'arcade développés par Capcom dans les années 80 et 90. Capcom que vous connaissez sans doute pour Resident Evil, Monster Hunter ou bien les Phoenix Wright. Commençons par le commencement par le système CPS1 sorti en 1988. Le système CPS1 était composé de 3 PCB, le CPS-A, CPS-B et CPS-C. La PCB CPS-A ou A-Board était, on va dire, la base de l'architecture CPS1. Composée d'un processeur principal Motorola 68000 cadencé à 10 MHz, 12 à partir de 1991 avec la sortie de Street Fighter 2, et d'un processeur secondaire, un Z80, cadencé à 3,57 MHz, qui servait principalement de processeur sonore. Niveau graphique, l'image est générée par une puce personnalisée nommée le CPS-A01, qui fonctionne en tandem avec le processeur principal. Cette puce permettait l'affichage de plus de 256 sprites en simultané, avec une résolution totale de 384 x 224. Ce qui peut sembler peu, mais pour comparaison, la NES, qui était la console de l'époque, avait un processeur cadencé à 1,79 MHz et pouvait afficher une résolution de 256 x 240, avec seulement 64 sprites à l'écran. Niveau sonore, le CPS-1 utilisait une puce de chez Yamaha, le YM2151, qu'on a retrouvé dans bon nombre de bornes d'arcade de l'époque comme chez Atari avec Marble Madness, ou bien même dans des micro-ordinateurs comme le Sharp X68000. Ensuite, nous avons la PCB nommée CPS-B ou B-Board. Cette carte fille comprenait toutes les données du jeu, avec la partie dédiée au graphisme, la partie dédiée au code du jeu, la partie dédiée au son,
Et c'est sur cette B-board que se greffait la CPSC, ou C-board, qui est une carte additionnelle permettant l'ajout de plus de boutons ou d'autres contrôles annexes pour certains jeux. Ce système d'arcade a été utilisé avec énormément de jeux très connus comme Final Fight, Zen Ghost, et évidemment le mythique Street Fighter 2. Évidemment, Capcom a tenté de protéger son système pour éviter les jeux piratés et les bootlegs. Car au niveau des bornes d'arcade, ce n'était pas rare d'avoir accès au schéma permettant normalement aux gérants des salles d'arcade de savoir directement comment réparer certaines pannes. Il était donc possible pour des personnes mal intentionnées de créer leur propre jeu en récupérant les données de certaines puces, de les modifier, puis de les réintégrer sur d'autres puces pour ainsi créer des bootlegs, des cartes d'arcade avec des données modifiées. Pour protéger son système CPS-1, Capcom a décidé d'utiliser une technique qui avait été utilisée chez d'autres constructeurs, celle de ne pas utiliser de ROM mais de RAM pour stocker certaines données importantes. Sauf que la RAM, comme beaucoup de personnes savent, est un type de mémoire qui nécessite d'être alimentée pour garder ces données. Si cette mémoire perd son alimentation, alors les données se perdent au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre une valeur par défaut selon les constructeurs, soit la valeur FF ou bien la valeur 00. Les premiers donc à utiliser cette technique ne fut pas Capcom mais Sega avec son système 16, la pile alimentait une mémoire au sein du CPU qui lui servait de table de contenu. Si cette mémoire était perdue, alors le jeu devenait inutilisable car le CPU ne savait plus quelle adresse il devait exécuter. Capcom a donc réutilisé cette technique dès 1991 avec la sortie de King of the Dragon, suivie de l'adaptation de The Punisher en arcade. Cette pile était située sur la C-board, sauf que la pile n'alimentait pas vraiment une mémoire, mais simplement une puce sur la C-board. Si la pile était retirée ou bien tout simplement morte, rien ne s'affichait à l'écran car la puce sur la C-board était utilisée principalement pour l'affichage des sprites à l'écran. Évidemment, c'était assez simple de rendre les jeux disponibles sans pile en contournant la pile avec un fil pour alimenter la puce, rendant cette protection inutile. Ces bootlegs étaient principalement distribués en dehors du Japon, mais le problème n'était pas que pécunier. Les jeux étaient souvent buggés et pouvaient également endommager les bornes d'arcade. Les ingénieurs de chez Capcom sont donc retournés au travail pour trouver la protection ultime aux bootlegs. En 1993, Capcom sort le CPS-2 ou Capcom Play System 2, qui a vu naître bon nombre de jeux d'arcade très connus comme les versions Super de Street Fighter 2 ou bien les Marvel vs Capcom. Ce dernier d'ailleurs fut une belle démo technique sur les capacités du CPS-2. Pour le modèle CPS-2, Capcom n'a utilisé que des puces propriétaires réparties sur deux boards. La première est la A-board, contenue dans une coque noire, c'est la carte mère du système. Une puce DL0311 de chez Ricoh, qui contrôle le bus d'adresse mémoire ROM graphique et qui gère la RAM vidéo des sprites. Une autre puce de chez Ricoh, la DL0921, qui inclut l'assemblage de données graphiques et la génération de signaux vidéo. Une puce DL1123 de chez Hitachi qui gère les inputs et outputs, notamment donc du coup les boutons, joystick et autres. Une puce DL1425 de chez AT&T, oui une marque américaine, qui sert de DSP au Digital Signal Processor pour la puce DL030P nommée Kabuki et qui embarque la fameuse puce Q-Sound. Une puce DL1625 qui sert d'interface entre la mémoire vidéo et les autres puces. Et enfin, la DL2227 de chez Hitachi, qui sert en fait de DRAM Refresh Controller. Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais la DRAM, moins chère que la SRAM, nécessite d'être rafraîchie de manière constante pour garder ses données. Le jeu, lui, était sur une B-board, protégée par une coque dont la couleur était spécifique à la région du jeu.
Elle se connectait à la A-board via 4 connecteurs situés sous la coque. C'est sur cette B-board que se situait le processeur Motorola 68000 cadencé à 16 MHz, inclus dans la puce Capcom DL1525. Capable d'afficher 4096 couleurs et 900 sprites à l'écran, le système CPS2 était une merveille de graphisme pour l'époque. Et évidemment, pour protéger tout ça, une pile était reliée à une mémoire RAM qui renfermait les clés de déchiffrement nécessaires à l'exécution du jeu. En effet, Capcom a chiffré toutes les instructions du processeur, masquant les réelles instructions qui étaient sauvegardées dans la RAM. Sans ces clés de déchiffrement, le CPU ne savait même plus quelle instruction exécuter et le jeu devenait inutilisable. Vous vous doutez bien que si la pile était retirée ou bien si elle perdait de la puissance, forcément la RAM commençait à se restaurer et donc le jeu devenait aussi utile qu'un cale-porte. Il était bien possible de changer la pile en étant rapide ou bien en laissant le jeu tourner, ce qui pouvait donner des situations assez périlleuses. Évidemment, il était aussi possible d'envoyer son jeu à Capcom pour qu'il change la pile, ou bien qu'il fasse revivre le jeu, moyennant finance bien évidemment. Évidemment, les adeptes des bootlegs n'allaient pas laisser Capcom en paix et ont cherché à patcher les jeux pour contourner la protection. Mais ce n'était pas aussi simple que pour le CPS1, car cette fois Capcom a ajouté également un check au niveau de l'intégrité de la ROM. Si une seule instruction était modifiée, alors le jeu le savait, laissant un écran noir. Capcom semblait avoir gagné la partie, mais quelque chose d'imprévu va arriver. Pour ceux qui étaient nés dans les années 90, vous vous souvenez de cette console que tout le monde rêvait d'avoir. La Neo Geo était une console de salon sortie par SNK en 1990, considérée par certains comme la Rolls-Royce des consoles. C'était une version légèrement modifiée du système d'arcade MVS de SNK, sorti à cette époque et permettait de reproduire l'expérience arcade à la maison. Pourquoi je vous parle de la Neo Geo, vous allez me dire? Parce qu'évidemment Capcom n'allait pas laisser son rival de toujours s'en sortir comme ça, et ils ont sorti le CPS Changer, une version pour la maison du système CPS2. Vous voyez, quelques jeux CPS2 sont sortis sur CPS Charger, dont Street Fighter 0. Les hackers de la scène CPS2 ont découvert une chose intéressante. La ROM de Street Fighter 0 était décryptée. En réalité, c'est plutôt logique, car le CPS Changer avait peu de risque d'être bootleg dû à sa configuration propriétaire. Et peut-être pour économiser sans doute quelques cycles processeurs, Capcom a décidé de ne pas implémenter de protection, et donc de chiffrement. Les hackers ont donc facilement récupéré le contenu des cartouches CPS Charger en insérant un programme dans les blocs mémoire et comparé ensuite à la ROM des jeux CPS2, particulièrement la ROM des jeux qui se sont suicidés. La ROM était quasiment identique, mais il manquait toujours les données stockées dans la RAM qui, elles, restaient inconnues. Cependant, cette ROM déchiffrée, si on peut l'appeler ainsi, a été ajoutée à l'émulateur MAME qui émule le système CPS2, et le jeu était parfaitement fonctionnel. Pourtant, en appliquant cette ROM sur un jeu qui s'est suicidé, le jeu continuait de rien afficher à l'écran. Pourquoi ça ne fonctionne pas sur le vrai hardware? Après quelque temps, les hackers de l'équipe CPS de Shock ont remarqué que quelques adresses mémoire étaient différentes entre les jeux qui se sont suicidés et ceux qui sont toujours fonctionnels. Au moment où le jeu perd son alimentation, le chemin d'accès aux zones mémoire contenant les graphiques et le son est modifié, empêchant le jeu de démarrer. Ce n'est qu'en patchant ce code, en plus de remettre les ROM déchiffrées, que l'on pouvait faire revivre les jeux CPS2.
C'est sur cette base que sera créé les Phoenix ROM, des versions qui sont en théorie des bootlegs de jeux CPS2, mais qui les rendent immortels. L'inconvénient des Phoenix ROM, c'est que ce sont des patchs qui rendent le jeu non officiel auprès des puristes et des championnats, et que son auteur, Razula, demande une contrepartie financière, un peu comme Capcom en réalité. Le seul souci étant que cette solution ne résout pas le problème du chiffrement des jeux CPS2, et que seuls les jeux qui sont sortis sur CPS Charger, avec les ROM déchiffrés, peuvent donc être phénixés. Quelques années plus tard, en 2007, soit 7 ans après l'arrêt du format CPS2, le chiffrement des jeux CPS2 a été défait par 3 ingénieurs utilisant des techniques modernes de déchiffrement. Ces 3 ingénieurs ont trouvé que Capcom utilisait un chiffrement de type Facetail avec une clé de chiffrement 64 bits, ce qui était très rare pour l'époque. Capcom se doutait qu'avec la puissance de calcul nécessaire pour casser ce chiffrement, personne n'aurait pu le faire à cette époque. Donc la question qui reste toujours en suspens est comment Capcom lui-même pouvait faire revivre les jeux à l'époque. On suppose qu'il devait avoir soit les ROM déchiffrés en stock et appliquer la même technique que Razula, ou bien pire, ils envoyaient un nouveau jeu à l'exploitant. Et voici comment Capcom a protégé son système d'arcade fétiche des années 90. Protection qui aura tenu jusqu'à la fin de la commercialisation du format CPS2, et ça il faut le souligner. Le CPS2 aura vu passer un bon nombre de jeux extraordinaires et sera malheureusement resté un symbole pour l'âge d'or de l'arcade. Je dis malheureusement car passé les années 2000, l'arcade commencera peu à peu à perdre, on va dire, son aura de vitrine technologique, car en fait les systèmes seront de plus en plus basés sur des consoles. Par exemple, on a la Chihiro qui est basée sur une Xbox, on a le système Naomi qui est basé sur une Dreamcast, il y aura même plus tard le format Triforce qui sera en fait basé sur une GameCube. Toutefois, en fait, Capcom sortira d'ailleurs le CPS 3 quand même en 1997, mais qui sera basé sur une sorte de Saturn, en tout cas sur le même processeur. Et puis la protection du CPS 3 sera en fait la même que la protection du CPS 2, avec une sorte de pile suicide, donc pas grand intérêt. Et une fois le CPS 3 un petit peu mis de côté, comme je le disais, Capcom voudra mettre en fait ses jeux sur le format Naomi, qui lui du coup est basé sur une Dreamcast. C'est pour ça que maintenant, bon nombre de formats d'arcade sont soit basés sur des consoles existantes, soit tout simplement sur des PC. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, c'est très important, à la partager, c'est encore plus important. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une autre vidéo sur les formats anti-piratage, peut-être sur la PS3, ça peut être intéressant parce qu'on l'a pas fait. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!